l'environnement, c'est encore une préoccupation importante aujourd'hui. Ça devient un sujet d'actualité, mais c'est pas encore une priorité. Ça devrait l'être beaucoup plus. On a 2 véhicules dans la famille, dont une est du diesel, et ça m'interroge. Moi, je suis passée à l'essence. Je vais pas en changer uniquement maintenant pour améliorer l'environnement, c'est certain, parce que ça ferait une grosse dépense. La plupart des grandes villes, les déplacements peuvent se faire en bus ou en vélo. Si on a la campagne, la voiture, on n'a pas le choix pour travailler. Faudrait mettre plus de transports en commun et partout. Faut supprimer les voitures. Revenir au vélo néandertalien. La France suffoque. De Paris à Bordeaux, en passant par les Alpes, les pics de pollution se sont succédés ces dernières semaines. Accusée de tous les maux, la voiture reste le moyen de transport préféré des Français. À l'heure de la présidentielle, l'environnement est-il une priorité ? Dans cette émission, nous irons à la rencontre d'Alexandra et Elisabeth qui galèrent dans les transports, Philomène qui a tourné le dos à la voiture et ceux qui ont choisi de vivre dans un bâtiment écolo. À chacun ses problèmes et autant de solutions, tous citoyens, tous présidents. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi, la COP21. Paris reçoit la planète entière. Autour de la table, 150 chefs d'État. Leur objectif, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température à 2 degrés. Dans ce débat, un visage bien connu des Français émerge et alerte sur une planète mal en point. Malheureusement, ça se voit pas. Si ça se voyait, on serait beaucoup plus nombreux à réagir. L'océan s'est réchauffé de 0,85 degrés. Je peux vous dire que ça se voit absolument pas. Pourtant, c'est colossal comme changement. Isabelle Autissier, première femme à réaliser le tour du monde à la voile en solitaire en 1991. Navigatrice, scientifique, écrivain, elle est de ceux qui vivent plusieurs vies en une seule. Il y a 8 ans, elle est devenue présidente du WWF France pour se consacrer à ce qu'elle dit être la question du siècle, l'environnement. Elle appelle les citoyens à se responsabiliser. En France, il y a à peu près 30% qui est de l'énergie totalement gaspillée. 30% qui ne sert à rien. Si elle n'a jamais renoncé à explorer les océans, à quelques semaines de l'élection présidentielle, Isabelle Autissier se bat pour que l'environnement occupe une vraie place dans les programmes des candidats. Aujourd'hui, Isabelle Autissier partage son temps entre Paris et La Rochelle. C'est aux portes de l'océan, dans son petit coin de paradis, que nous l'avons rencontrée. Bonjour Isabelle. Bonjour. On se retrouve à La Rochelle, c'est votre port d'attache ? Oui. Depuis un bon moment, je suis arrivée ici en 80 pour travailler avec Ifremer, l'organisme de recherche sur la mer. Et puis voilà, c'est un port où j'ai construit mes bateaux, où j'ai encore mon bateau aujourd'hui que je suis en train de retaper. Donc voilà, tout me va bien ici. Alors on a entendu en début d'émission, ces Français pris en tenaille entre une injonction écologique et un quotidien financièrement compliqué. Être écolo au quotidien, ça coûte cher. Eh ben non. Si vous prenez l'alimentation, entre manger de la viande tous les jours ou un jour sur 2, et acheter des légumes pas chers qui sont bourrés de pesticides et qui sont pas bons pour la santé, ou manger un peu moins de viande et acheter des légumes et des fruits bio, ça coûte moins cher directement dans le porte-monnaie. Moi, je peux vous dire que je le sais parce que je le regarde, qu'en gros, c'est plusieurs euros de moins par repas. Et puis, ça coûte moins cher parce que moi, j'ai pas les moyens d'avoir un cancer. 25 ans après votre premier tour du monde, vous continuez à sillonner l'océan. Cet été, vous avez mené une expédition au Groenland. Comment va notre planète ? Le Groenland, c'est toujours magnifique, mais c'est vrai qu'il change, et ça se voit. Tout simplement, par exemple, moi je suis rentrée plus de 15 km à l'intérieur de ce qui devait être un glacier. C'est-à-dire que le glacier a reculé déjà de 15 km. Donc oui, il se passe des choses très vite, très rapides. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne fait rien, on va dans le mur. Fin 2015, 195 chefs d'État signaient l'accord de la COP21 à Paris pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Où en est-on ? Ce qui a été fait, ce qui reste à faire, pour le savoir, on vous éclaire avec quelques chiffres. C'est l'heure de certifier conforme. La maison brûle-t-elle, comme l'affirmait Jacques Chirac au sommet de la Terre il y a plus de 10 ans déjà. Si les scientifiques tiennent des relevés météorologiques depuis 1880, ce n'est qu'en 1979 que l'on opère des relevés par satellite pour plus de précision. Et d'après ces chiffres, au XXe siècle, la température moyenne globale à la surface de la Terre s'est accrue de 0,6 degrés.
En cause, les fameux gaz à effet de serre, le méthane et le tristement célèbre dioxyde de carbone. Si l'effet de serre est un phénomène naturel, il s'est renforcé depuis l'ère industrielle. Principaux accusés, la production d'énergie, le développement de l'agriculture intensive, l'industrie, les transports ou encore le chauffage. En un siècle, la concentration de CO2 a augmenté de 30%. Mais certains demeurent sceptiques et continuent de nier la responsabilité de l'homme dans ce processus climatique. Ils mettent en avant un cycle naturel de variation des températures. Reste que 2016 a été mesurée année la plus chaude depuis le début du XXe siècle. Et les scénarios catastrophes sont bel et bien devenus réalité. Sécheresse, montée des eaux, ouragans. Selon les Nations Unies, il y a déjà chaque année plus de 21 millions de personnes déplacées à cause d'événements météorologiques. Et la note explose. En 2016, les catastrophes naturelles ont coûté plus de 175 milliards de dollars. Les scientifiques du GIEC ont établi que le réchauffement climatique devait être maintenu à moins de 2 degrés. Au-delà, les impacts pour l'environnement et les hommes deviennent imprévisibles, incontrôlables et surtout irréversibles. On se retrouve au musée maritime de La Rochelle. Isabelle, le réchauffement climatique, ça reste la première des urgences ? C'est une urgence colossale. Si on ne stabilise pas le climat, ça va mal se passer pour les êtres humains. La planète, elle s'en fout. Maintenant, il ne faut pas oublier l'érosion de la biodiversité, il ne faut pas oublier les questions de pollution. Mais c'est sûr que ça, je crois que c'est vraiment le triptyque qui compte. Le problème, il vient d'où ? Du chauffage, des transports, de l'agriculture ? Vers quoi on doit porter nos efforts aujourd'hui ? Alors, le problème, il vient d'un peu partout. Et là aussi, quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que tout le monde y peut un peu quelque chose. Il n'y aurait que les méchants et les gentils. Voilà, il faudrait mettre tous les méchants en prison et voilà, ce serait un peu simpliste. Je pense que tout le monde peut le faire et tout le monde à son niveau. On peut tous manger différemment, plus bio, moins de viande, on peut tous se déplacer différemment, on peut tous chauffer nos maisons, isoler nos maisons, on peut tous faire des choses. Il y a plein de chantiers qui s'ouvrent, peut-être ça donne un peu le vertige, mais moi je préfère ce vertige d'ouverture, d'innovation et de changer, plutôt que ce qui, moi, me donne le vertige, c'est se recroqueviller, regarder derrière soi et surtout pas vouloir rien changer comme les Gaulois avec le bouclier sur la tête, quoi. Je crois que ça, c'est pas l'avenir, c'est sûr. Réchauffement climatique, pollution de l'air, Paris, Lyon, Grenoble viennent de traverser un épisode sans précédent de pollution aux particules fines. Nous avons été à la rencontre de Philomène, Elisabeth, Alexandra. Entre bonnes intentions et galères du quotidien, vous allez le voir, Isabelle, se passer de la voiture, ce n'est pas si simple. Alexandra a le sourire. La 4L démarre sans souci ce matin. Pour cette maman de 2 enfants aux fins de mois difficiles, sa vieille Renault toute rouillée lui est tout simplement indispensable. Sans voiture à la campagne, pas d'école pour Victor et sa grande sœur Orisia, pas de plein de courses, pas de sorties culturelles et impossible de rapporter les trouvailles. Bonne pioche à la poubelle, j'ouvre le coffre, un chien coincé, la poussette et les merveilles du jour. Quand on habite à 20 km d'Angers, la voiture, on ne peut s'en passer. Effectivement, il y a plein de choses développées dans les villes pour éviter de prendre sa voiture. Maintenant, comment éviter de prendre sa voiture quand on est à la campagne ? Enfin, personnellement, je ne vois pas comment faire autrement. Je vais pas me balader à cheval. Matériel indispensable dans une 4L. Des fusibles, des ampoules pour pouvoir changer soi-même, des serre-joints qui peuvent servir toujours. La débrouille, Alexandra n'a pas le choix. Dans un souci d'économie, cette ancienne secrétaire médicale en reconversion professionnelle a appris à entretenir au quotidien sa voiture toute seule. Alors quand vraiment sa voiture déraille, c'est dans un garage solidaire qu'elle se rend. Ici, on paye en fonction de ses revenus, un moyen de lutter contre ces inégalités liées à la mobilité. Si on n'a pas de véhicule, on a du mal à trouver un emploi. Si on n'a pas d'emploi, on a du mal à trouver un logement, et ainsi de suite. Les gens, la plupart du temps, passent par l'achat du véhicule pour réussir à sortir de cette boucle-là. Et partant du constat que tout le monde ne peut pas s'offrir un véhicule récent et peu polluant, alors je pense qu'il faudrait arrêter de détruire des voitures qui peuvent encore servir. Le train TER 847-608... Mais un moyen de transport plus écolo, c'est souvent la galère. Elisabeth, 53 ans, laisse sa voiture tous les jours sur le parking de la gare de Chantilly dans l'Oise.
J'attends mon train pour Paris-Nord, le 7h56 qui est prévu en 5 voitures. J'espère que ce matin je vais pouvoir monter dedans. Depuis 14 ans, elle prend le TER Picardie direction Paris, où elle travaille comme comptable. 3 heures de trajet au quotidien, quand tout va bien. En raison d'un train en panne, le train à destination de Paris-Nord est annoncé avec un retard d'environ 40 minutes. Une vie dépendante des horaires des trains. Mais la quinquagénaire n'a pas le choix. La voiture est trop chère, la route trop encombrée. Et pourtant, les trains d'Elisabeth partent et arrivent rarement à l'heure. Il y a 4 ans, elle a même intégré un collectif. La SNCF va me tuer. Me voilà arrivée à Paris-Nord, il est 9h moins le quart, et fatalement je suis en retard. Donc voilà pourquoi je suis obligée de prendre des trains bien en avance pour espérer être à l'heure à mon poste. Philomène, elle, a le choix. Elle n'a pas de voiture et a complètement délaissé les transports en commun depuis plus d'1 an. La Parisienne a opté pour le vélo, avant tout pour un gain de temps. Dans les transports en commun, on n'est pas du tout maître de son temps, alors qu'à vélo, je choisis mon itinéraire, je ne peux pas être bloquée. Aller vite et mieux respirer, au guidon de son vélo, cette jeune consultante en communication digitale a pris conscience de la nécessité de se déplacer autrement dans une ville polluée et saturée. Quand on voit, là je suis au croisement des boulevards en bas de chez moi, qui sont tout le temps super pleins, et qu'on s'imagine qu'en fait ce trajet-là, il pourrait le faire à vélo, la circulation serait beaucoup plus fluide. Mais circuler à vélo dans Paris ne se fait pas sans quelques frayeurs ou mots fleuris. Même si la cohabitation n'est pas toujours évidente avec les 2 roues et les voitures, Philomène ne lâcherait pour rien au monde son guidon. Si chacun faisait du vélo, on gagnerait tellement en silence, en air pur et en bien-être que ça améliorerait la vie de tout le monde. Mettez-vous au vélo. Et me revoilà, gare du Nord. Prête à prendre mon fameux 19h07. Fin de journée pour Elisabeth. Malgré les aléas, elle persiste à prendre chaque jour le TER pour relier les 50 km entre son lieu de travail et son domicile. Ce soir, les passagers sont bloqués avant même d'accéder au quai. C'est dément, ça fait 15 minutes que j'attends, que je suis là, ça se remplit. Dans pas longtemps, ça va être saturé et aucune annonce. Voilà, et maintenant c'est la cohue, donc personne d'empoigne. Pour Elisabeth, investir dans les transports en commun reste fondamental. Si les transports en commun étaient vraiment suffisants, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui les emprunteraient et ne prendraient pas leur véhicule. On retrouve Alexandra sur l'autoroute, direction la capitale. L'aînée passe un examen. 300 km en famille et en voiture malgré le bruit. Donc si on monte à Paris en voiture et non pas en train, c'est parce que déjà on est 3 et que la montée en train c'est vraiment un budget. Moins cher mais plus polluant, la 4L de 1990 est désormais interdite dans Paris. Mais qu'importe, malgré sa fibre écolo, Alexandra a décidé de braver l'interdiction. Et voilà, on arrive sur Paris, c'est ralentissement. Donc on prend le parti de rentrer en 4L dans Paris, on verra bien si on se fait aligner ou pas. Bilan de cette épopée parisienne. Pas d'amende cette fois-ci pour Alexandra. Victor a découvert la Tour Eiffel et Orizia a réussi haut la main son examen. Un bilan carbone sans doute pas très écolo, mais un bonheur familial, en partie grâce à la bonne vieille 4L. Isabelle, vous l'entendez, cette France silencieuse qui n'a pas les moyens de se passer de sa voiture. Alors évidemment, les gens ils existent surtout dans le milieu rural, surtout dans les campagnes où on est loin des magasins, des écoles, et où aujourd'hui, bien sûr, on a encore besoin de sa voiture. Après, la question c'est comment on effectue une transition. Moi, je ne dis pas à ces gens-là, du jour au lendemain, vous allez tout faire en vélo avec les gamins sur le porte-bagages. Mais comment est-ce qu'on construit des transitions ? Comment est-ce qu'à partir des petits bourgs et des villes moyennes, on construit des systèmes de transport qui permettent aux gens d'aller et de venir, des dessertes pour que les enfants puissent aller plus facilement encore à l'école ou que les parents puissent aller faire leurs courses, ou etc. Donc voilà, c'est un chemin. Et puis après, il y a aussi tout simplement pour chacun d'entre nous, comment on se met soi-même sur un chemin. D'abord, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le déplacement que j'envisage ?
Et puis une fois de temps en temps, je ne sais pas si c'est une fois sur 2 ou sur 3, je me dis « Ah ben non, peut-être que je le ferai demain parce que je sais que demain je dois de toute façon aller en ville et c'est peut-être pas la peine que j'y aille aujourd'hui et demain. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une forme d'addiction des Français au transport polluant ? Mais je pense que partout dans le monde, il y a une addiction au transport qui est aussi liée, à mon avis, au modèle global social et économique dans lequel on est. Et je vais vous prendre juste un exemple. Une perceuse électrique dans une maison aujourd'hui sert 20 minutes par an. Est-ce qu'on est obligés tous d'avoir notre perceuse électrique pour s'en servir 20 minutes par an? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de la partager avec les gens de son immeuble, avec les gens peut-être des copains, avec voilà. Est-ce que c'est pas ce modèle-là, que je caricature évidemment un peu, vers lequel on aurait plus envie d'aller, où il y aurait plus de solidarité, où il y aurait plus d'échanges, et qui nous éviterait de gaspiller, au fond, des ressources pour s'en servir à peine. Alors maintenant, je vais vous demander de réagir aux propositions des candidats en matière d'environnement. On commence par François Fillon, pour qui l'un des meilleurs moyens de lutter contre le réchauffement climatique, c'est le nucléaire. On l'écoute. Pour ce qui est de la politique française, réduire les gaz à effet de serre aujourd'hui, et ça sera ma priorité, c'est fermer progressivement toutes les centrales qui travaillent avec du pétrole, du charbon, du gaz, c'est-à-dire des énergies fossiles, et les remplacer par des énergies renouvelables. Mais évidemment, en maintenant la part du nucléaire, d'abord parce que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, et deuxièmement parce que le nucléaire est un avantage compétitif pour l'économie française. Isabelle, miser sur le nucléaire pour sauver le climat, c'est le bon choix? Objectivement, je pense que non. Je crois que le nucléaire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un état des lieux, on ne va pas appuyer sur un bouton pour tout arrêter, mais il faut absolument, en tout cas c'est le point de vue du WWF, miser beaucoup plus et beaucoup plus efficacement et mettre l'argent sur les renouvelables, plutôt que mettre l'argent pour garder Areva et EDF la tête hors de l'eau, dans des conditions qu'on ne maîtrise pas sur l'avenir, parce que les centrales qui ont 40 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. On voit aujourd'hui comment les Chinois sont devenus les champions de l'énergie renouvelable. Je veux dire, c'est leurs entreprises qui travaillent. Comment ça se fait que les Français ne sont pas les champions de l'énergie renouvelable? C'est ça, c'est là qu'il faut aller, parce que c'est ça qui est le véritable avenir. De l'autre côté de l'échiquier politique, je vous propose maintenant d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour l'instauration de la planification écologique. On l'écoute. 100 000 tonnes d'aliments fichus à la poubelle tous les ans en Europe. Nous sommes la monstrueuse société du déchet, des emballages, il y en a partout. Donc, planifier, c'est commencer le rétro-pédalage. C'est pour ça que notre programme, on ne dit pas les 350 mesures s'appliqueront les 8 premiers jours. Parce que pour arriver à faire ce que je suis en train de décrire, il faut du temps, parce qu'il faut changer les machines, il faut changer la manière de produire. Là où il a raison, effectivement, c'est que c'est vrai que ça demande du temps. C'est vrai que notre société est tout à fait organisée d'une certaine manière, même au niveau mondial, donc avec des choses extrêmement fortes, et qu'on ne va pas du jour au lendemain basculer sur un autre rapport, par exemple, avec l'agriculture, ou un autre rapport par rapport à nos consommations. Alors, quelle place pour les questions écologiques des mouvements Babacool à la création du Parti écolo, en passant par la candidature de René Dumont en 1974? Petit retour dans le passé, c'est l'heure d'Histoire de campagne. Ah, les toits de Paris, une vue imprenable. Mais dès 1960, la capitale étouffe et c'est mortel. Paris n'est pas exactement ce qu'en disent les chansons. Et les cheminées d'usines ne sont pas seules en cause. Il y a aussi les voitures dont les pots d'échappement éjectent en particulier, avec l'oxyde de carbone, ce benzo 3,4-pyrène, au nom barbare et qui est très cancérogène. Timide début de prise de conscience environnementale. En 1971, et pour la première fois, un ministère délégué en charge de la protection de la nature et de l'environnement voit le jour, incarné en la personne de Robert Poujade. Cela coûtera un peu d'argent, il est difficile de dire exactement combien. Mais la même année, Georges Pompidou ouvre la ville à la voiture et livre sa définition bien à lui de l'environnement. Sauver la nature, qui sera demain le premier besoin de l'homme, c'est sauver la nature habitée et cultivée. Une nature abandonnée par le paysan, même si elle est entretenue, devient une nature artificielle et, je dirais, une nature funèbre. Un avis bien différent du premier candidat écologiste à la présidentielle de 1974,
René Dumont, 70 ans, joue les lanceurs d'alerte. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. À 70 ans... Intrigant discours. Qui sont-ils, ces écologistes dont on parle tant? Qui sont-ils et que veulent-ils? Patrick! Ce ne sont pas des scouts ni des moniteurs de colonies de vacances. Ils ont décidé d'aller à pied par étapes de 25 km de nos sacs jusqu'au Larzac. Ils arriveront demain. Dans ces années post-68, l'écologie apparaît alors comme un mouvement politique et sociétal qui se cherche. Est-ce que l'on peut penser que vous êtes plus à gauche qu'à droite? Je parle pas ni de gauche ni de droite. Ça m'intéresse pas. Même si l'image présentée par les médias est un poil caricatural, les années 70 marquent un tournant. L'écologie fait désormais partie du paysage politique français. Les scandales commencent à éclater. L'eau, c'est la vie. La planète, comme le corps humain, en sont composés à 75%. Sa qualité est maintenant menacée. Dans les années 80, la France découvre que ses fleuves et rivières sont complètement pollués. La faute aux nombreuses industries qui rejettent leurs déchets. Alors, au nom de l'environnement et de la santé, on commence à vouloir réglementer et sanctionner les pratiques. La réglementation, elle existe, elle n'est pas toujours respectée. Mais je crois qu'elle le serait davantage s'il y avait un ministère de l'eau avec une police pour faire respecter le droit à la qualité de l'eau. L'écologie apparaît comme un frein à la croissance. Et c'est à la jeune ministre d'alors de convaincre les récalcitrants. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie, que l'environnement est une source formidable de création d'emplois et que non seulement ça permet de créer des emplois, mais en même temps, ça permet de régler les problèmes de pollution industrielle. Une dizaine d'années plus tard, Jacques Chirac, en campagne pour sa réélection, surfe sur la vague verte. Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement dans une charte de l'environnement adossée à la Constitution. En 2005, le Parlement réuni en congrès adopte la charte de l'environnement. Le principe de précaution et le droit de chacun à vivre dans un environnement sain entrent dans la Constitution. Depuis Jacques Chirac, à chaque président son rendez-vous solennel avec l'écologie. Une continuité dans l'engagement et des problèmes persistants. Ah, les toits de Paris en 2017, une vue imprenable, la capitale étouffe et c'est toujours mortel. Isabelle, l'écologie, c'est un sujet de droite ou de gauche? Est-ce que l'air qu'on respire il est de droite ou de gauche? Est-ce que la biodiversité elle est de droite ou de gauche? Est-ce que l'équilibre entre l'homme et sa planète est de droite ou de gauche? Non, bien sûr. D'ailleurs, on le voit, nous, au sein du WWF, quand on fait des sondages, par exemple, sur la question des énergies, on a entre 70 et 80% des Français qui nous disent qu'ils sont pour les énergies renouvelables, et il y a quasiment autant de gens de droite et de gauche. Est-ce que le WWF va prendre position pour un candidat lors de la présidentielle? Surtout pas. On ne peut pas se le permettre. On est une ONG, on est apolitique, aconfessionnel, on ne donne pas de consigne de vote. Simplement, notre boulot en tant que WWF, encore une fois, c'est de rencontrer les candidats et de porter les sujets avec eux le plus loin possible, on va dire. Alors pour terminer, je vous propose une idée originale. Ici, ça se passe à La Rochelle, un logement bioclimatique et qui utilise au mieux les ressources naturelles. Et plus qu'une performance, un véritable choix de vie pour ses habitants. C'est l'heure de la bonne idée. Laurent et David sont impatients. Après des mois d'attente et de travail en commun, ils auront bientôt entre les mains les clés de leur futur appartement, la résidence Vibrato, 18 logements écolos en plein cœur de La Rochelle, un immeuble à ossature bois et un immense jardin partagé. C'est vrai que c'est l'aspect écologique du bâtiment qui m'a intéressé. Et c'est vrai que lors de la vision du projet, il y avait une dimension architecturale qui s'est dégagée assez rapidement. Diminuer les quantités d'énergie consommées me semble une bien meilleure idée que de promouvoir une production d'énergie toujours plus importante, même avec des solutions vertes. La bonne énergie est sans doute celle qu'on ne consomme pas. Panneaux solaires, chaudières à granulés, ici on ne se contente pas des énergies renouvelables. Nous sommes dans un bâtiment bioclimatique. L'immeuble tire parti de son exposition pour diminuer la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le tout construit avec des matériaux naturels et locaux,
moins de technologie et plus de confort. La partie ossature bois, on l'a aussi en façade de ce côté-là, ce qui permet d'avoir une très bonne isolation thermique. Et après, on a la partie béton sur l'intérieur des façades qui va permettre d'apporter cette inertie thermique. C'est-à-dire que le bâtiment va avoir une capacité à stocker l'énergie, que ce soit le chaud l'hiver ou le froid l'été, pour garantir un bon confort bioclimatique en fait, de l'intérieur du bâtiment. Un jardin et des espaces collectifs partagés, inédits dans cette petite ville de bord de mer. Car cet immeuble se veut aussi un modèle d'habitat pour demain. Derrière ce projet innovant, un promoteur vert passionné, ancien énergéticien, précurseur dans la région, Edgar Valero veut maintenant aller plus loin que la seule performance environnementale. Si on s'en tient simplement à reproduire notre mode de vie en essayant de trouver des solutions techniques, on n'arrivera pas pour autant à fabriquer 4 planètes. On ne peut pas régler cette équation sans mettre le partage au centre. Densifier l'habitat, limiter l'impact d'un chauffage encore responsable de 6% des émissions de gaz à effet de serre, ou comment vivre autrement, ensemble, en préservant l'environnement. Comptez au minimum 165 000 € l'appartement, un prix dans la moyenne pour l'immobilier local, ce qui a permis de séduire au-delà du cercle des initiés. Avant de conclure, Isabelle, l'émission s'appelle « Tous présidents ». On l'a vu, vous êtes un très engagé pour la planète. Isabelle Autissier, candidate à l'élection présidentielle. Sûrement pas. Non, là, vous pouvez dormir tranquille, il n'y a pas de risque. Non, c'est pas mon truc, c'est pas la question. Moi, je suis vraiment une militante de l'association et de l'associatif. Je m'y sens bien. Je pense essayer d'y être efficace. Après, j'ai jamais été militante dans un parti. J'ai du respect pour les politiques, pour le travail qu'ils font. Mais voilà, moi je suis bien dans mon truc et je ne suis pas directement dans la sphère politique, ça c'est sûr. Si vous aviez une seule proposition concrète pour protéger l'environnement, ça serait laquelle ? Moi je voudrais que dans les indicateurs économiques de la France, qui nous font prendre les grandes décisions d'aménagement, les grandes décisions politiques, on ait des vrais indicateurs environnementaux. Le seul qu'on ait aujourd'hui, c'est le pourcentage, l'émission de gaz à effet de serre. Bon, c'est déjà ça. On n'a rien sur la biodiversité, on n'a rien sur les déchets, on n'a rien. Donc ça, c'est vraiment des sujets. Donc il faudrait que la prochaine présidence insuffle des indicateurs environnementaux pour qu'on prenne des décisions au regard de ces questions environnementales. Pour finir cette émission, on a demandé aux Français quelles seraient leurs propositions concrètes en matière d'environnement. Tous citoyens, tous présidents, on les écoute. Ça doit être casse-pied d'être président, ça doit être l'horreur. La politique des transports, en particulier le rôle de la SNCF, est à revoir, parce que c'est pas non plus le car qui va résoudre les problèmes d'environnement. Il y a une chose importante à faire, je pense, c'est développer les quartiers piétonniers en ville, dans toutes les villes. Pour moi, ça serait la gratuité des transports publics. C'est développer les réseaux déjà existants, surtout quand ils sont électriques, train, RER, bus, et limiter l'utilisation des voitures personnelles.